Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur Canal Aoussa pour cette autre sortie de notre programme Santé pour tous, tous pour la santé, en ce jour de début, n'est-ce pas, du CHAN dans notre pays, le Cameroun, qui accueille les nations africaines pour un championnat des joueurs locaux. Et ceci va nous servir, n'est-ce pas, en guise de zapping, n'est-ce pas, une manière pour nous de participer à cette fête du football. Mais notre thème d'ancrage, c'est bien quel avis sur le vaccin à coronavirus de manière spécifique, mais de manière générale, quel avis, n'est-ce pas, sur le vaccin. Pour en parler, nous sommes en compagnie de notre personne ressource, M. Talé, que nous accueillons sur ce plateau. Nous avons un très bon après-midi sur ce plateau. Bon après-midi Guy, et bon après-midi à tous ceux qui nous regardent. Voilà, M. Talé, c'est un chercheur, c'est un homme de science, et il est aussi notamment dans la société civile en tant que promoteur culturel, promoteur, n'est-ce pas, également dans les sciences traditionnelles. Il active beaucoup nos thérapeutes, n'est-ce pas, dans leur recherche, et même pour qu'ils sortent de l'ombre. Également, M. Talé, c'est un nutrithérapeute, c'est-à-dire qu'à base de la nutrition, il arrive à solutionner les problèmes de santé. C'est un homme à plusieurs casquettes, également président de l'association camerounaise du bien-être, l'ASCABI, qui est d'ailleurs, on va dire la mère de cette émission, M. Talé, l'ASCABI. Alors, quelle est, on va dire, en ce moment, l'actualité dans l'ASCABI? Bon, je peux déjà dire que l'ASCABI se porte bien. Bon, vous savez que l'objectif global de l'ASCABI, c'est d'utiliser le savoir-faire scientifique, traditionnel et spirituel pour le développement de la médecine. Vous allez dire le savoir-faire scientifique, oui. Traditionnel et spirituel pour le développement de la médecine. C'est-à-dire que c'est tout un monde. Dans tous les cas, tout un régime. On ne peut pas attaquer la médecine sans la voir sur tous ses angles. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un rôle spécifique, à savoir professionnaliser les acteurs de la filière qui ne sont que les praticiens. Parce que la médecine traditionnelle africaine souffre de l'émergence, ça veut dire de reconnaissance d'ailleurs. De reconnaissance et puis de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, chaque pays, chaque tradition doit apporter quelque chose de spécifique pour l'humanité. Et l'Afrique a été déstabilisée par un certain nombre de choses, c'est-à-dire colonisation, esclavage, et on a de la peine à sortir de la tête de l'eau, à retrouver notre matrice. Et le rôle de l'ASCABI, c'est de ramener les gens vers cette matrice pour que nous puissions aussi contribuer à cette bataille mondiale qui est la lutte contre les maladies. Voilà, donc tous les jours, nous sommes, c'est-à-dire que nous nous battons, l'équipe se bat. À tous les cas, vous savez que nous avons dans l'équipe les massothérapeutes, nous avons des herboristes, nous avons des thérapeutes, puisque la spiritualité fait partie de la médecine traditionnelle. Parce que l'OMS a quand même circonscrit. La médecine traditionnelle, c'est l'usage des plantes, des parties d'animaux, de la spiritualité, des acteurs physiques pour prévenir ou bien guérir les malades. Donc, la spiritualité fait partie c'est même le mieux même de la médecine traditionnelle africaine. Bon, je ne sais pas, on donne l'impression que c'est le mieux. Mais ma grande recherche, c'est que on domine, je veux dire, on enchaîne beaucoup plus les gens avec la spiritualité. C'est-à-dire que quand vous êtes naïf, on vous détourne de la voie. Vous savez, qu'on enchaîne plus qu'avec la science? Non. La science, c'est... Si vous n'avez pas le savoir scientifique, on vous enchaîne. Effectivement, c'est pour cela qu'il faut avoir. C'est pour cela qu'il faut sortir la médecine africaine de l'obscurité avec la science. Voilà. Il faut un savoir-faire scientifique pour pouvoir mieux comprendre les choses, parce que la science est universelle. La science, c'est tout ça. Le rôle, la science, c'est une tentative d'explication des phénomènes. Voilà, monsieur Talé, vous n'êtes pas... Je suis accompagné sur ce plateau avec notre jeune sœur Fatima Dou Hassana,
que nous accueillons déjà. Bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Comment tu vas et comment se déroule le week-end? Ça va bien, très bien. Et le week-end peut commencer. Je crois que tout à l'heure, on va évidemment s'échauffer avec le match. Le match Oui, en plus, avec l'ouverture de la CHAN. Voilà. Du CHAN. Le championnat africain des nations. Voilà, le CHAN. Voilà. C'est allé. Je crois qu'on va prendre une brève respiration pour notre zapping. Si la technique est prête, elle nous passe la transition. Voilà, nous venons sur le plateau tout en accueillant davantage ceux qui nous rejoignent, ceux qui tournent déjà en marche. L'émission, c'est bien santé pour tous, tous pour la santé. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très important, à savoir quel avis sur le vaccin à coronavirus. Mais actuellement, nous prenons le zapping, c'est avec M. Talé. L'ouverture du CHAN nous sert de prétexte pour notre zapping, M. Talé. On pourrait bien se poser la question, quelle alimentation pour les sportifs, à savoir ceux-là qui sont sur le terrain, et bien entendu, même les téléspectateurs, lorsque vous allez à une rencontre, alors à assister à une rencontre de football, quelle devrait être, n'est-ce pas, votre alimentation pour ne pas connaître ce qu'on vit souvent dans les stades de football, des gens qui pratiquement s'évanouissent, d'autres qui sont parfois poussés par une sorte d'hystérie, et ceci, c'est toujours un problème de santé, M. Talé. Effectivement, Guy, santé pour tous pour la santé. Est-ce que vous avez déjà vu les malades sur le stade de football? Non. Généralement, quand un joueur est malade, on annonce qu'il y a un joueur qui souffre de tout. Il ne peut pas participer. Voilà. La nutrition est vraiment un rôle très important, comme nous avons toujours. C'est l'un des clés de la santé. Et clés de la santé parce que quand on veut une compétition, qui dit compétition dit dépense énergétique. Et généralement, c'est les plus forts qui gagnent. Donc, force physique. Et cette force physique s'acquiert certes à travers les entraînements, mais suivi de la nutrition, qui doit donner des éléments actifs. Quand on parle du système de l'énergie créé par le métabolisme, c'est-à-dire que chaque corps, il y a une fonction métabolique qui c'est pour créer de l'énergie. Et les sportifs sont appelés à avoir plus d'énergie. D'où la nécessité de bien choisir leur nutrition. Alors, avant d'arriver aux sportifs, quelle devrait être l'alimentation du spectateur qui va au stade? Parce que lui également, il fait partie prenante de ce match, par son activité de supporter. Parfois, on dégage beaucoup d'énergie et parfois, ça se passe très mal pour certains. Oui, Guy, du moins. Quand on parle de nutrition, c'est pour tout le monde. Et ça commence depuis la base. Vous voyez le lait maternel. Quand un enfant est déjà mal allaité, cet enfant devient source de maladies à la longue. Nous sommes sur le zapping. Oui, non, mais je Moi, je veux qu'on aborde directement la nutrition du spectateur. Dans tous les cas, on n'a pas beaucoup de temps si on revient dessus. Le spectateur est d'abord bébé avant d'être grand. C'est pour ça que je commence par la base. Il faut mieux expliquer, il faut étayer les gens. Vous ne pouvez pas être joueur sans avoir tété, sans avoir pris du lait. Mais le lait est l'élément de base, c'est la première nourriture d'un être humain. Dans tous les cas, c'est pour vous dire que ceux qui ont été mal nourris à la base même vont avoir les problèmes au stade. Donc il faut aller au stade alors. Oui, mais s'ils vont au stade et puis quand je ne pas aller au stade, c'est qu'ils vont aller au stade, mais si vous voulez, peut-être Guy veut m'amener à parler de l'énergie éphémère. C'est-à-dire que peut-être au moins pour l'occasion. Peut-être de bien qu'on prend pour avoir de l'énergie. Au moins pour l'occasion. C'est-à-dire que le jour du match, quand vous allez au stade, quelle devrait être votre alimentation? C'est ça la question, M. Talé. Oui, mais vous voulez donc que je vous dise qu'avant d'aller au match, il faut changer de nutrition. Non, pas changer, c'est-à-dire que nous, en tant que spécialistes de la nutrition, on ne doit pas, tous les jours que tu as créé, on doit veiller à notre alimentation, qu'on soit sportif ou pas. Mais le sportif doit
orienter, c'est-à-dire orienter son alimentation par rapport à ce qu'il veut faire. Il n'en est pas seulement les sportifs, même les travailleurs. Vous avez les travaux d'ordre intellectuel, vous avez des travaux d'ordre physique, vous avez ainsi de suite. Chacun, dans son domaine, doit orienter son alimentation en fonction de ses activités. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Pour le spectateur, les sportifs maintenant, pour le spectateur, M. Talé, quel devrait être son avis? Je pose la même question. Hein. Oui, mais comme tous les autres. Vous voulez que je dise au spectateur de laisser le riz qu'il a préparé à la maison pour aller au restaurant manger le plantain. C'est pour éviter les cas, je ne sais pas moi, d'évanouissement qu'on vit parfois dans les stades. Et parfois même les cas d'hystérie, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pris de panique quand ils voient beaucoup de gens. Est-ce que ce n'est pas lié à leur alimentation? Non, là c'est l'approche mentale. Vous n'avez pas vu les gens aussi perdre le tout, c'est-à-dire des sportifs, les fanatiques. Ça, c'est pas tellement la nutrition. Il y a l'approche mentale aussi qui joue. Il y a des gens qui sont psychologiquement faibles, qui n'arrivent pas à s'abstenir, je veux dire à se contrôler face aux défaites et qui positivement ou négativement, vous avez des bagarres. Ce n'est pas la nutrition qui occasionne les bagarres dans les stades de football, c'est le mental. C'est ceux qui n'arrivent pas à se contrôler qui font ce genre de choses. Mais par rapport peut-être à la fatigue, celui qui est parti de la maison sans prendre peut-être un verre de tout, sans prendre tout, il faut qu'ils s'attendent, ils peuvent bien tomber, hein, ils peuvent avoir des problèmes de manque d'énergie. Vous savez, un peu, quand vous avez, qu'il y a une absence de sucre dans le corps. On a le coma. Le coma lié à ça, il y a des gens qui tombent parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie. Ou bien des gens que le corps n'est pas prédisposé à développer beaucoup d'énergie et qui ne se sont pas renforcés avant de venir au stade. Il faut qu'ils s'attendent au truc, puisque généralement au stade, les gens attendent longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entrent au stade à 8 heures pour ressortir à 16 heures. Si vous n'avez pas suffisamment gagné le corps, vous vous attendez à quoi? Vous pouvez avoir un coma lié à une carence de sucre dans le corps. Par exemple, ça, ce n'est que ça. Mais sinon, les stations debout, au stade, vous n'êtes pas confortablement assis, vous êtes en train de discuter, ça veut donc dire qu'il faut... C'est vrai que les stades aujourd'hui sont modernes. Hein. Quand vous êtes dans un stade, vous êtes vraiment assis. Moderne, ce bruyant. Vous savez que les bruits aussi, tout cet ensemble consomme de l'énergie. Et si vous ne vous êtes pas préparé sur le plan énergétique, vous allez subir, vous allez avoir un manque d'énergie, l'asthénie, comme on dit, une fatigue qui peut commencer au stade comme ça peut commencer après le stade. Donc voilà des éléments. Dans tous les cas, il faut quand même prendre des précautions sur le plan nutritionnel. Effectivement, sur le plan nutritionnel. Donc le conseil que je peux demander, que ce soit le spectateur, que ce soit le jeu, c'est de bien manger avant de partir de la maison. Voilà. Voilà, mais chacun selon vous n'allez pas demander à ceux qui ont la culture de manger le taro, de manger le couscous, que les jours ils font des... Mais s'il veut manger son taro, il peut manger son taro. Vu qu'il ait mangé quelque chose avant d'y aller. L'essentiel, c'est que vous vous nourrissez, que vous vous renforcez si vous voulez. Très bien. Je crois que ceci sera suffisant pour notre zapping. Hein. On ne va pas revenir sur l'alimentation des sportifs. Je crois qu'ils ont... on va dire la préparation nécessaire à cet effet. Ne disons pas que quand on parle de la nutrition des sportifs, là, moi en tant que chercheur, nous sommes en train de travailler spécialement pour les sportifs. Nous sommes en train de développer les poissons. Les poissons diététiques, on va en parler tout à l'heure. Au moment qu'ils ont la capacité de leur donner d'énergie, c'est-à-dire qu'ils peuvent même aller jusqu'au stade avec ces poissons. Voilà aussi un point de recherche que nous avons par rapport à toutes ces défaillances que nous observons. Voilà, en tout cas la compétition ne peut commencer. On aura l'occasion de développer tous ces sujets-là, liés, n'est-ce pas, à l'activité sportive. On va embrayer rapidement, après cette transition, à notre thème, à notre point d'ancrage. On va dire le thème central. Si la technique le permet, on prend cette brève respiration. Nous sommes toujours en compagnie de notre personne ressource, M. Talé, qui est véritablement qui a
préparé, n'est-ce pas, pour nous donner l'essentiel de ces recherches. Et cet après-midi, nous avons choisi une thématique assez simple. Quel avis sur les vaccins à coronavirus? Vous êtes allé. Déjà, lorsqu'on parle de vaccins de manière globale, c'est une sorte d'immunité artificielle. Oui. Évidemment, on peut avoir une idée précise. Oui. Bon, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, il faut qu'il y a le système immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire est l'arme de défense du corps. C'est-à-dire que le corps doit lutter contre tous les agresseurs qui puissent nuire. Et Les agresseurs? Ces agresseurs, généralement, sont les maladies. Ah, ok. Voilà. Les microbes, quoi. Les microbes occasionnent des maladies. Il faut savoir que le microbe ne fait que son travail. Généralement, même quand vous avez un microbe, ce n'est pas le microbe qui fait problème, c'est les toxines sécrétées par les microbes qui font problème. Voilà comment il faut comprendre les choses. C'est pas, donc le plus grand agresseur, c'est donc les toxines. Ce n'est pas vraiment le microbe. Le microbe ne vient pas sucer le sang ou bien faire le tout. Il sécrète un certain nombre de désactifs qui viennent nuire aux différentes fonctions du corps. Et le corps tombe malade. Parce que quand une fonction s'arrête, automatiquement le corps subit un coup. Donc le système immunitaire est l'arme du corps. C'est-à-dire le système de défense du corps contre les agresseurs. Et le vaccin n'est qu'un appui à ce système. C'est-à-dire le vaccin, c'est un produit, je ne vais pas entrer dans la spécificité, parce que quand vous avez dans l'histoire du vaccin, le Pasteur, qui a pris plutôt des microbes qui sévissaient pour développer, c'est-à-dire qu'on injecte les mêmes microbes dans le corps à une certaine dose qui va permettre au corps de reconnaître ces microbes sans que ces microbes ne lui créent des problèmes. Parce que quand le microbe envahit en grand tout, ça apporte la maladie et on peut entraîner même jusqu'à la mort. Alors que le vaccin vient maintenant à une certaine dose. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'immunologie, mais les immunologistes savent comment ils font ces calculs à une certaine dose qui viennent donc permettre au corps de renforcer son armée. C'est-à-dire qu'on vient familiariser le corps avec un microbe, avec un microbe précis. Et à partir de ce moment-là, le corps, chaque fois, va développer des éléments de défense contre ces maladies. Voilà comment il faut comprendre le vaccin. Sauf si on avait des spécialistes. Mais en même temps, on a des, je ne sais pas si on peut les appeler des idéologues, certains médecins qui penchent pour une immunité naturelle. C'est-à-dire que pour eux, le phénomène de vaccin qu'on doit on va dire inoculer dans les organismes sains est évidemment absurde pour eux et même dangereux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette manière? Oui, déjà, pour qu'on puisse bien comprendre, revenons même sur cette notion, pour qu'on puisse bien comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé que le système immunitaire, tout revient au système immunitaire, le système de défense de l'être humain qui est un acquis pour tous les êtres humains. C'est-à-dire que ce système existe dans chaque corps. Et je crois que le vaccin n'est qu'une imitation de ce que fait le corps. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure du renforcement. Parce que ce système existe déjà. Le vaccin ne vient que activer. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme un rapport de force. C'est-à-dire, l'agresseur arrive. Si ton système est solide, il lutte contre la maladie et ça s'arrête. Si le système est faible, la maladie continue. Et là, c'est pour vous dévaster. C'est pour vous dévaster. Donc, la défense est là pour faire le tout. Donc, c'est un rapport de force. Si le développement du microbe est très, très rapide, ou bien très, très fort, ou bien plus fort que le système immunitaire, c'est là où c'est dangereux. Et je vais dire, les inventeurs de vaccins, je crois, Pasteur a fut je ne sais pas si c'est l'un des premiers, ont inventé chaque fois, c'est quand il y a eu les épidémies, les pandémies, c'est-à-dire où les gens mouraient à des vitesses que certains hommes inspirés ont développé ce système pour pouvoir arrêter la pandémie. Sinon, tous les jours, nous sommes soumis à ces attaques et tous les jours, notre corps s'arme sans nous demander. Alors, M. Tali, il y a un constat sur,
on va dire sur le terrain, généralement les vaccins sont inoculés aux plus jeunes. C'est un peu comme si les adultes étaient plus forts par rapport aux plus jeunes. Quel est le phénomène? Moi, là, c'est un mythe de santé. Parce que quand C'est un mythe, hein? Oui, quand vous dites c'est plus jeune, il y a des maladies qui s'attaquent aux jeunes. Et généralement, quand on est, on prévient ces maladies par rapport aux jeunes. Mais il y a des maladies qui s'attaquent aux vieux. C'est-à-dire que, par exemple, la grippe atteint plus les vieux que les jeunes. C'est pour ça qu'il y a des vaccins, spécialement pour le vaccin de la grippe est beaucoup plus conseillé aux vieux. Les vieux qui ont déjà un système immunitaire défaillant. Ça, c'est le tout. Donc, le vaccin, c'est pour tout le monde. Quand le microbe est là, il ne distingue pas. Mais il semble que le vaccin est plus efficace. Il ne distingue pas l'enfant, il ne distingue pas. Mais il semble que le vaccin est plus efficace lorsque c'est dans un organisme jeune. Pas nécessairement. Moi, je vous ai dit que je n'étais pas spécialiste de l'immunologie des vaccins. Mais à mon humble avis, tant que vous voyez le processus de développement, c'est que le vaccin peut être inefficace si le corps est déjà affaibli. Puisque je dis, le vaccin ne vient pas travailler, il ne renforce qu'un système qui existe déjà. Si ce système est faible, je ne vois pas comment le vaccin va renforcer le système. Donc ça veut dire que sur le vieux, ça sera moins efficace. Effectivement, parce que son système, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il y a le système immunitaire réduit. C'est ce qui justifie que vous n'avez qu'à voir la pandémie qui nous sévit là. Vous allez voir, si on voit la proportion des gens qui meurent du coronavirus, je crois que c'est 80% des gens âgés. Donc, du moins, nous allons entrer en profondeur, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais toujours est-il que plus on prend de l'âge, au fur et à mesure qu'on a les systèmes, les organes s'affaiblissent, les différentes fonctions s'affaiblissent et le corps devient de moins en plus près. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de suppléments alimentaires. Je dis que c'est lié à ces phénomènes. On se rend compte que le corps du vieux n'assimile pas très rapidement certains nutriments. Bon, même pas seulement le corps du vieux aussi. Alors que c'est un corps bien entraîné, c'est-à-dire que son organisme a déjà connu bien des choses. L'organisme, mais le vieillissement, c'est un phénomène naturel. Personne ne peut empêcher le vieillissement. C'est-à-dire qu'on peut ralentir le vieillissement, mais on n'empêche pas le vieillissement. Donc c'est normal qu'à un certain moment, le corps ne sécrète plus l'acidité, par exemple, à son taux normal, et que les vieillards souffrent de problèmes d'acidité. C'est un certain normal que les os s'usent et que la reconstitution des os ne soit pas aussi rapide que quand on était jeune. Donc il y a tout ça là qui est lié au vieillissement et qui est incontournable. C'est un phénomène naturel. Très bien. Alors, M. Talé, si on va aller au fait, c'est-à-dire ces derniers temps, on a vécu sur la planète et dans beaucoup de pays, surtout en Occident, un phénomène croissant de contamination au coronavirus. Et on s'est rendu compte que ce corona pouvait, c'est-à-dire que chez les chercheurs, ils se sont rendus compte que si un certain nombre de personnes étaient contaminées au même moment, on pouvait acquérir, c'est-à-dire que les organismes allaient acquérir l'immunité naturelle. Oui. Alors, pourquoi ça n'a pas finalement été, on va dire, réalisé, cette immunité, au point où maintenant on propose des vaccins, oui, bon. Le nombre n'a pas été... Vous êtes sûr que ça n'a pas... Moi, je crois que c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Parce que quand on prend le cas du Cameroun, je crois que c'est comme un exemple. C'est-à-dire que l'efficacité, il y a eu plus. Quand on fait une étude, je vous ai parlé dernièrement d'une étude statistique qui a été faite. C'est-à-dire qu'il y a eu 25 000 cas de contamination, 24 000 cas de guérison. Et je crois qu'au début, là, on cherchait le pic. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit la dernière fois que le virus, nous vivons en principe toujours avec le virus. Ce qu'il faut faire, c'est amener le corps à s'habituer à ce virus. Et le fait que nous soyons dans des zones endémiques, dans des zones où on est habitué à se soumettre aux microbes, les microbes, je veux dire que les anticorps des Africains a très vite reconnu ces trucs, a vite combattu. Et le pic consiste donc à ce que le microbe se familiarise avec la population. Alors, si le microbe s'est favorisé avec la population, on n'a plus besoin du vaccin. Effectivement, je crois que c'est pour moi, ça dit que c'est la méthode. Mais Guy, je crois qu'on dit atteindre le pic. Atteindre le pic ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras et atteindre le pic. C'est qu'au fur et à mesure que nous luttons, chaque individu lutte contre cette maladie d'une manière ou d'une autre.
il se développe en cet individu un certain nombre d'éléments pour lutter contre le germe. Et plus donc vous développez, le maximum de personnes développent et il y a moins de morts. Et c'est de ça qu'il est question. Je crois que c'est ça qu'ils appellent le pic. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la maladie avance, les gens ont plus de maîtrise de la maladie et on atteint le pic. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont contaminés, mais ont lutté contre d'une manière ou d'autre. Vous savez comment l'Afrique a pu lutter contre la maladie. Hein, vous avez vu que les Africains ont sorti beaucoup de choses qui n'ont pas été prouvées. Des recettes qui n'ont pas été prouvées sur le plan scientifique, mais qui avaient des résultats sur le terrain. Et là, c'est là où j'ai un peu reproché, c'est-à-dire le monde scientifique. Hein, parce que le monde, les chercheurs sont des gens qui doivent être vigilants. C'est-à-dire partir, parce qu'on fait d'abord, la science commence par les observations. On observe, on voit des orientations, on entre en profondeur, on a la maîtrise. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le vaccin, aujourd'hui, l'une des pistes de recherche pour avoir le vrai vaccin, c'est de venir ici en Afrique. Regarder, ou bien de prendre le corps des Africains qui a beaucoup résisté, pour voir qu'est-ce qui a favorisé le développement de ces différents éléments dans le corps de l'Africain. Si c'est des produits annexes qu'on a pris, quels sont des éléments dans ces produits annexes qui ont permis à l'Africain de le faire à partir de là? Alors, est-ce que les chercheurs africains, sinon camerounais, ont-ils une démarche dans ce sens au point où il faut continuer à consommer le fruit de leur recherche en termes de médicaments, ou alors il faut produire leur vaccin? Parce que vous voyez, aujourd'hui en Europe, chaque pays va avoir son propre vaccin. Oui, mais l'Afrique est confrontée à un dilemme. L'Afrique n'est pas comme les pays occidentaux qui ont suffisamment de matériel pour pouvoir fabriquer les vaccins. Ça, c'est de un, le défaut. De deux, l'Afrique aussi est inondée. C'est-à-dire que la plupart des médecins africains sont des médecins formés de l'autre côté, qui n'ont pas l'approche de la médecine non conventionnelle alternative que l'Africain a développée depuis des années. Voilà l'une des défaillances qui fait que l'autre étant trop carré, trop enchaîné par le système dans lequel il a évolué, mène plutôt généralement des combats contre ce qu'il ne maîtrise pas. C'est ça de ça qu'il est question. Parce que le vrai homme de science, c'est celui qui fait des analyses avant de se prononcer. C'est-à-dire que vous savez que le scientifique, pour se prononcer, il y a quand même un avis politique. C'est-à-dire que le désir de suprématie... politique, je crois que la science ne reconnaît pas. Vous voyez bien qu'il y a difficilement une collaboration entre les scientifiques du Nord et ceux du Sud. Non, Guy, en termes de puissance. Quand on parle de scientifiques, il faut qu'on éclaircisse très bien. Il y a le style de scientifique moulé dans un système. Le système éducatif francophone est différent du système éducatif anglophone. Certes qu'on aboutit au même résultat. Vous avez des sciences. Quand on fait, par exemple, pour qu'on vous décrète docteur en médecine conventionnelle, vous devez faire un certain nombre de publications. On est d'accord. Mais est-ce que on va... Est-ce que vous pensez que c'est objectif, ça? Nous, objectif, c'est selon leur cahier de charge. Voilà. Ça, il faut qu'on s'accorde. C'est selon leur cahier de charge. Je crois que l'OMS, pendant la période de pandémie, était claire. On n'est pas contre la recette de tel président malgache ou bien contre on est pour que une démonstration soit faite pour qu'on puisse confirmer. C'est ça le monde scientifique. Il y a dans ce monde scientifique, il y a un cahier de charge. Si tu sors de ce cahier de charge, ils ne font plus de Alors, je vous prends au mot. Permettez, je vous prends au mot. Oui. Dans la démarche scientifique, il est reconnu que pour sortir un vaccin, c'est en termes d'au moins une dizaine d'années. Oui. Mais voilà qu'en moins d'un an, chacun a bandit son vaccin comme étant le résultat de ses recherches. Alors, est-ce qu'on est encore là dans les normes scientifiques? C'est ce qui justifie. Alors, je vous parle donc de la politique, c'est-à-dire que c'est finalement une décision politique qui brandit le vaccin. C'est ce qui justifie les contradictions qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, vous parlez bien des contradictions. Oui, parce que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que vous voyez, il y a plusieurs camps qui se sont formés contre. J'ai suivi l'interview de Marie Le Pen la dernière fois. Contre.
Elle est contre les vaccins. Elle est contre ce système. Elle dit, je ne peux pas accepter un vaccin où on a fait, des publications radiophoniques sans qu'il y ait appui de la science. Donc voilà le combat. Vous devez savoir que chaque fois qu'il y a une épidémie ou une pandémie, il y a beaucoup de mythes de santé qui s'en suivent. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé avec le coronavirus. On vous a tantôt parlé des chauves-souris, on vous a parlé d'un certain nombre de choses. Ce n'était que des mythes de santé. Parce que l'homme avait peur et chacun voulait trouver la solution. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec les vaccins. Il y a un enjeu économique très très fort derrière le vaccin. Le premier à trouver le vaccin va vendre très cher. Ils sont déjà nombreux là. Ils sont déjà nombreux. Ils sont nombreux. Je crois qu'il n'y a que l'Afrique qui n'est pas dans la compétition. Mais vous allez. Le Cuba, c'est. Le Cuba, c'est en Amérique latine. Voilà, le Cuba a déjà son vaccin. Peut-être qu'il propose déjà. Et même parmi les parce que les Français sont à califourchon entre le vaccin américain et le vaccin du Cuba. Il y a le vaccin chinois aussi. L'Inde aussi a le Royaume-Uni, l'Angleterre a développé son vaccin. Donc aujourd'hui, c'est une guerre de développement de vaccins. Et vous dites qu'il n'y a pas la politique dedans? Je voulais tout simplement dire que la politique n'influence pas trop le vrai monde scientifique. Non, au contraire. Non. Au contraire. C'est-à-dire que ce que vous appelez vraie science, c'est la science des forts, des puissants. Non. Moi, en tant que nutritionniste, vous allez voir, généralement, quand je présente la pyramide des aliments, je vous dis toujours que la pyramide des aliments évolue. Et cette pyramide, certes, évolue avec l'influence des politiques. Mais la science finit toujours par casser. C'est-à-dire qu'on va voir, quand on veut vendre beaucoup le café, on dit que le café contient beaucoup d'antioxydants. L'OMS valide. Mais là, c'est toujours les enjeux économiques qui sont derrière. Mais là, ceux qui valident ne sont pas les scientifiques. Moi, je parle des purs scientifiques. Vous n'avez qu'à voir. Est-ce que c'est la voie des purs scientifiques qu'on écoute aujourd'hui? Suivez un peu le débat qui se passe dans le monde scientifique. Suivez les vrais scientifiques quand ils se prononcent. Vraiment, s'il n'y a pas des arguments scientifiques, ils ne se prononcent pas. Voilà le vrai scientifique. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Marine Le Pen, qui c'est-à-dire qu'elle voit ce vaccin-là comme étant le résultat politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un résultat scientifique qui sort ces vaccins. C'est pas tellement, c'est économique, politique. C'est-à-dire que c'est le politique qui dit que non, à partir de maintenant, là, on va utiliser tel vaccin. Bon, c'est le politique qui décide de quoi. C'est comme, je ne sais pas si le Cameroun a décidé, je n'ai pas suffisamment... Est-ce que le Cameroun a voix au chapitre ici? Bon, je veux dire que... C'est un pays consommateur. Oui, mais même consommateur, c'est le politique qui va décider de l'entrée des vaccins et d'où va venir le vaccin. Certes que, généralement, on attend les dons. Et ce qui est... Bon, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Comme doit refaire rapidement. Ce que je n'ai pas compris, c'est que le nouveau virus, je vis dans la nouvelle forme de corona, en train de créer le Royaume-Uni, l'Angleterre. Et l'Angleterre est en train laissant ses propres morts pour envoyer les vaccins dans le pays où ils ne sont pas encore touchés. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ce qu'on dit charité bien ordonnée. C'est pour ça que vous voulez nier donc l'aspect politique, alors que c'est bien devant nous. Là, je suis d'accord avec toi, il y a une influence politique. Bon, alors, on continue donc sur les vaccins, M. Tali. Tout à l'heure, vous avez relevé cette nouvelle vague, c'est-à-dire que ce virus-là a muté. Et ça fait qu'on a sur le terrain maintenant au moins 2 types de virus. Alors, ce vaccin qui est proposé... Ça, c'est 2 types pour ce qu'on a détecté. Sachez qu'il y a des types qui existent qu'on n'a pas encore. Alors, est-ce que ces vaccins qui sont proposés seront valables pour les différents types qui existaient déjà? Oui. Ou c'est pour la première version de ce virus? Ma connaissance, je crois que je l'ai dit sur ce plateau. Moi, j'avais dit sur ce plateau qu'il est très difficile, compte tenu des résultats de recherche que j'ai qui datent de 20 ans, compte tenu de la variabilité du virus de corona. Il est très difficile de trouver un vaccin parce qu'il prend plusieurs formes et très très rapidement. Et c'est de ça que j'avais dit là. C'est-à-dire la mutation est tellement rapide que quand tu vas trouver le vaccin, comme nous étions à la forme 19, je crois que j'avais dit qu'on était à 21, qu'on devait continuer jusqu'à 28. Jusqu'à 28, je ne sais pas quel nom ils ont donné en Angleterre, mais ils sont encore en train de chercher. Donc la grande difficulté... Alors, on devrait avoir peur de ce qui se passe là. Avoir peur, c'est-à-dire qu'on ne propose par exemple un vaccin
dont on n'est pas sûr d'efficacité pour les autres formes de virus. La peur n'est pas une émotion qu'on doit entretenir. On ne doit même pas avoir Quelle devait peur. être notre Et justement, attitude? c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour éclairer les gens, pour que ces peurs disparaissent. Parce que la peur arrive quand vous n'avez pas suffisamment d'informations sur quelque chose. Je vous ai dit que la science n'a pas beaucoup travaillé sur le virus de la grippe, parce que ça ne donnait pas beaucoup d'argent. Les chercheurs vont vers ce qu'ils donnent là. C'est maintenant là que tout le monde est focalisé sur parce que ça va donner beaucoup d'argent. Et vous voyez, le sida, vous avez vu ce que le sida a apporté, parce que ça a donné beaucoup d'argent. Les gens, les chercheurs, jusqu'à là, le sida n'est pas vaincu. Pharmaceutiques ont développé pour le faire. Mais ce n'est pas seulement le sida. Les maladies virales, c'est très difficile à soigner, à vaincre. C'est pour cela que nous prenons pour le renforcement du corps, qui est l'arme la plus efficace. Alors, donc pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, l'attitude à encourager, c'est certainement ce renforcement de notre organisme. Effectivement, c'est renforcer l'arme. Je vous ai dit que le système immunitaire était l'arme du corps. Et si vous mettez donc les munitions dans l'arme, effectivement, ça va tuer l'ennemi. Alors, par quoi on va renforcer dans ce système de plusieurs manières. Par quoi? Mais revenons vraiment. On ne répond pas, c'est-à-dire on ne répond pas aux questions d'ordre scientifique, technique, au pif. C'est-à-dire que... Donc, il faut quand même commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il faut Il faut bien expliquer les choses. Comment les choses se passent d'abord pour qu'on puisse bien comprendre. Moi, je veux prendre par exemple comment la maladie arrive. Vous devez comprendre que longtemps avant qu'une maladie ne s'installe dans le corps, il y a plusieurs déséquilibres biochimiques qui se sont passés dans notre corps. Parce que j'ai toujours dit que le corps, c'est un ensemble de réactions. Le corps, c'est toute une machine. Il y a des réactions chimiques, des réactions biochimiques qui se passent dans notre corps, qui nous permettent de vivre, qui me permettent de parler, qui me permettent de... Le corps a ses fonctions. A ses fonctions qui sont différentes. Et qui dit maladie dit déséquilibre de ses fonctions. Et ces déséquilibres biochimiques, quand vous avez la maîtrise de ces déséquilibres, vous pouvez agir. On est d'accord. Si vous avez la connaissance de ces déséquilibres... Qui doit avoir la connaissance? Nous sommes là. Chaque individu ou bien c'est le traitant? Chaque individu est le traitant. Parce que l'individu d'abord doit aider le traitant à les soigner. Déjà, quand on parle de prévention, la plus grande prévention commence par soi-même. C'est pour cela que lors de la pandémie, je crois que les mesures barrières, c'était des mesures liées à chaque individu. Et se laver les mains, ce n'est pas quelqu'un qui va te forcer à laver les mains, se cacher pour éviter que... Respecter les distances. Mais là, nous n'étions qu'à l'extérieur, nous n'étions qu'au petit élément qui n'entre pas en profondeur. Qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable. Mais c'est parce qu'il y a eu tellement de morts que les gens ont oublié d'entrer en profondeur comme nous sommes en train d'entrer là. Ce que nous voulons expliquer aux gens, c'est qu'on entre en profondeur. Voyons donc les fonctions de l'organisme. Il y a des déséquilibres qui se font dans le corps avant l'installation des maladies. Et pour maîtriser ces déséquilibres, on doit avoir, on prête attention aux différentes fonctions du corps. On est capable de détecter ces déséquilibres. Et quelles sont les différentes fonctions du corps? Il y a la fonction de la nutrition, il y a la fonction des intoxications, l'élimination des déchets, il y a la fonction du métabolisme, c'est-à-dire que la transformation des aliments en énergie. Il y a la fonction immunitaire, le stress oxydatif, c'est-à-dire lié parce que chaque fois il y a un renouvellement des cellules, il y a mort et renouvellement des cellules. C'est une fonction du corps, c'est-à-dire que tant qu'on vit, il y aura toujours mort et renouvellement des cellules. C'est une fonction du corps. Ensuite, il y a la fonction inflammatoire qui est toujours liée à l'immunité, c'est-à-dire la défense. Parce que l'inflammation, c'est quoi? C'est la réaction du corps liée à l'attaque de l'ennemi. Certes, il y a une autre qu'on cache toujours, la fonction mentale. Oui, la fonction mentale joue pour beaucoup. Parce que les différents déséquilibres biochimiques dont j'ai parlé sont généralement affectés par l'énergie et affectés également par les émotions et les sentiments que nous avons. Ça veut dire que lié au mental. Ça veut dire que notre âme et notre esprit est beaucoup plus lié. Pour corroborer, pour que les gens puissent bien comprendre, vous n'avez qu'à voir. Prenons l'exemple, parce que nous sommes encore dans une situation très vivante, très vivante, le corona. Regardez un peu ceux qui sont morts en Europe. 80% des vieillards. Oui, 80% des vieillards.
hein, qui ont un système immunitaire défaillant. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui sont défaillantes, comme nous avons dit. Plus on prend de l'âge, plus les organes s'amenuisent, plus les fonctions travaillent difficilement. Donc, ces gens étaient plus fragiles. Hein. Il y avait des gens déjà malades, où on a parlé de communauté, les diabétiques, les obèses, les trucs, qui ont subi plus de morts. Vous avez encore vu en Angleterre, les villes qui ont subi plus de morts, c'était des villes très polluées, où les stress oxydatifs, c'est-à-dire que le déséquilibre lié aux cellules, parce que les stress oxydatifs, c'est la mort des cellules liées à l'environnement. À l'environnement et liées aussi aux sentiments, parce que les stress, et vous avez vu, en Europe, les gens sont surpris de voir que le taux est très élevé là-bas. Les stress émotionnels, la société occidentale est une société très stressée, où ils sont soumis à une force, ça les a ramassés, parce que tous ces stress affectent les déséquilibres biochimiques et vous prédisposent donc aux attaques. Ça affaiblit l'arme du corps, qui est le système immunitaire, et vous prédispose donc aux attaques. Donc vous voyez un peu que sous cet angle, vous pouvez un peu saisir quelque chose. Pourquoi tel est mort, tel n'est pas mort? Est-ce que l'homme peut agir donc sur ces fonctions-là? Effectivement, c'est pour ça que j'ai dit que la maîtrise de ces différentes fonctions et les différents déséquilibres qui s'ensuivent permettent à un homme de produire. Il y a des chercheurs américains certains médecins américains qui ont travaillé là-dessus et qui ont parlé de l'ultra-prévention. C'est-à-dire quand vous veillez aux différents déséquilibres de ces fonctions et vous pouvez agir sur ces différents déséquilibres et là vous pouvez vous porter en bonne santé. Et ils ont même prouvé qu'en agissant donc sur ces différents déséquilibres, on peut même soigner certains cas. C'est-à-dire certaines personnes qui étaient déjà atteintes se retrouvent leur santé normale. Donc c'est des éléments, c'est-à-dire chaque être humain doit veiller à son corps, doit écouter son corps, doit veiller à ses différentes fonctions. Est-ce que mon corps élimine bien les déchets? Est-ce que mon corps développe bien l'énergie? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Est-ce que les cellules se renouvellent? Est-ce que les cellules ne sont pas tuées par l'environnement? Est-ce qu'elles ne sont pas fragiles sur le plan mental? Est-ce qu'elles ne sont pas fragiles sur le plan mental? Voilà des éléments sur lesquels on doit veiller si on veut une bonne protection. Très bien. Nous parlons bien de l'attitude qu'on doit avoir pour renforcer notre système immunitaire. C'est tellement que Fatima Tou a une ou quelques questions par rapport à ce sujet-là. Fatima Tou? Oui. Bon après-midi, Monsieur Talé. Bon après-midi, Assana. En fait, tout à l'heure, vous avez souligné le fait qu'il faut renforcer l'organisme de manière naturelle. Est-ce qu'il existe donc le lien entre le vaccin et la protection naturelle? Quand on dit, effectivement, je vous ai dit que le vaccin n'était qu'un renfort. Le vaccin venait tout simplement agir sur un système qui existe et le renforcer. Hein? Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, il a parlé des vaccins, que le vaccin était plus adapté aux jeunes. Je lui disais qu'en Europe, le vaccin est beaucoup plus prescrit aux vieillards qui ont déjà un système immunitaire défaillant. Ça veut dire que ce vaccin, à partir du moment où ils sont plus fragiles, ce vaccin les protège. Hein. C'est-à-dire le vaccin, je vais sortir du vaccin pour entrer un peu dans le monde des antibiotiques, pour que les gens puissent bien comprendre. Quand on fait l'antibiogramme dans les laboratoires, l'antibiogramme c'est quoi? C'est que quand vous avez une infection, on identifie le microbe qui vous a causé l'infection. On les soumet au laboratoire à un certain nombre d'antibiotiques. Hein? Et on voit l'antibiotique qui a tué les microbes au laboratoire. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? On constate qu'on prend cet antibiotique, on donne à A, il trouve la guérison, on trouve à B, il ne trouve pas la guérison. Ça se justifie comment? On se dit l'antibiotique n'agit pas directement comme au laboratoire. L'antibiotique vient agir en synergie avec les anticorps, le système de défense pour tuer les microbes. Ça veut dire que celui qui ne trouve pas la guérison, c'est celui qui a un système de défense faible. On est d'accord? Oui. Donc c'est la même chose avec le vaccin. Donc c'est la même chose avec le vaccin. Ça veut dire que c'est également ça qui fait en sorte que l'efficacité de certains vaccins vont diminuer sur le terrain. Effectivement, l'efficacité des vaccins diminue, surtout puisque l'être humain est n'est pas maîtrisable. À partir du moment où l'émotion, l'esprit interviennent,
la science s'égare. Hein, c'est-à-dire que vous allez trouver, le vaccin va venir trouver quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de stress ou bien des trucs. Le vaccin ne va pas agir comme celui qui est solide et qui a un mental solide. Bon, en fonction donc de l'état d'esprit du malade, le vaccin agit plus ou moins en fonction de nos sentiments et de nos émotions. Très bien. Alors, M. Talley, est-ce que sur le plan nutritionnel, on peut avoir quelques astuces sur lesquelles on peut appuyer pour renforcer dans notre système immunitaire? Justement, la nutrition est l'élément phare du système immunitaire. Qui dit même renforcement du système immunitaire, le terme dit nutrition, puisque c'est cette nutrition qui apporte les différents éléments actifs qui permettent au système. Il y a parmi les vitamines et les sels minéraux, des vitamines spécifiques qui renforcent, même en ce qui concerne le vaccin. Il y a certaines vitamines qui s'en vont, je n'ai pas une terminologie, les lymphocytes, je ne sais pas, ou bien les lymphocytes comme anticorps. Anticorps, c'est-à-dire des microbes qui viennent seulement renforcer, d'autres microbes qui viennent seulement favoriser le renouvellement des cellules. Parce que plus vous avez de cellules, plus vous avez la capacité de lutter contre les mauvaises, les agresseurs. Parce que dans les agresseurs, là j'ai oublié, il y a les agresseurs externes et les agresseurs internes. Les agresseurs internes sont par exemple les cellules cancérogènes. C'est-à-dire qu'il y a les cellules cancérogènes, il y a des allergènes, certains éléments à l'intérieur du corps où le corps ne reconnaît pas, reconnaît comme, et ça me contre, et c'est ça qui justifie les maladies auto-immunes. C'est-à-dire où il y a des éléments étrangers, ou bien le corps reconnaît certains de ces éléments comme étrangers et se met à lutter contre. Ou les maladies dégénératives comme l'Alzheimer, autres. Voilà. Donc, je disais que l'alimentation a un rôle très important dans le système immunitaire. Qui dit renforcement du système immunitaire dit renforcement de l'alimentation. Si vous prenez le cas de la vitamine C, je vous donne par exemple un exemple. Restons toujours dans le cadre du coronavirus. Du corona. Si vous avez suivi le protocole de soins classique, au début, on associait à tous les éléments la vitamine C. C'est un combat, les gens ont beaucoup discuté. Le rôle de la vitamine C dans l'immunité, c'est de renforcer et de faire le truc. Certes qu'il a aussi des propriétés anti-infectieuses, mais il renforce aussi le système immunitaire. Vous avez le zinc, vous avez vu partout là. Mais cette fois, c'est plus vitamine, ça c'est... je vous ai parlé des vitamines, ça fait partie des éléments actifs. Donc vous avez vu que partout là, dans certains endroits, on prescrivait le zinc. On accompagnait, que ce soit la Tunisie, que ce soit un certain nombre de chaque pays avait son protocole. Le Cameroun avait son protocole. Si vous avez bien suivi, chaque fois qu'on interviewait les gens, je crois que le Cameroun a même créé un mythe. Non seulement il y avait ce protocole, mais ce qui a fait la force du Cameroun, c'est qu'ils ont toujours, ils ne se sont pas cachés. Ils ont toujours montré qu'il y avait une recette un peu cachée, un peu particulière au Cameroun, qui permettait c'est aussi notre secret, et je crois que c'est ce secret-là que nous devons partager maintenant. Tout le monde est en train de sortir le vaccin. Alors, qu'est-ce qui a fait la force du Cameroun? C'est là où j'interpelle les chercheurs camerounais et même les politiciens camerounais pour qu'on puisse sortir ce qui a fait la force du Cameroun, pour le vendre aussi. Ça va nous apporter les devises. Vous ne pouvez pas avoir sur 25 cas atteints, 24 guéris et ne pas dire que vous avez un secret. Donc, les gens qui parlent de vaccins qui sont dans les trucs là, les Camerounais devaient s'unir par rapport à tout ce qu'ils ont développé pour vendre les vrais vaccins que de laisser les gens spéculer. Bon, ceux qui en ont besoin, qui n'ont qu'à venir. Ce n'est pas une question de... Non, Guy. C'est pas comme ça que se fait le commerce. Vous dites ceux qui en ont besoin. Donc, pour vendre votre marchandise, vous n'allez pas élaborer les stratégies de marketing, vous allez vous asseoir pour que les gens viennent acheter. C'est une interpellation que je fais. Bon, suivez un peu, quand vous suivez un peu en France, comment les députés sont en train de s'en prendre. Quelle est cette France qui ne fait que consommer? La France qui a reconnu qu'il ne développe pas le vaccin. Il y a un autre qui a dit même que comment la France va acheter le vaccin au Cuba avec la France pleine de scientifiques. Le Cameroun est l'un des pays qui a une ressource humaine très développée en Afrique. Alors qu'est-ce qu'on doit faire de cette ressource humaine? Il faut donc, c'est là où j'interpelle le politique, parce que vous avez dit que le politique a fait, il faut mettre, ou bien, c'est pas seulement les moyens, c'est comment les activer pour qu'ils puissent... Il faut une politique pour ça. Justement, et pour avoir la politique nous sommes là pour les interpeller. Quand on dit politique, c'est nous, non? Il n'est pas exclu que demain je sois au Sénat. Alors, vous êtes allé une question. Moi, je suis Camerounais, j'ai la possibilité de faire tout cela. Mais nous devons déjà attirer l'attention des autres par rapport à ça. Voilà, une question simple. Êtes-vous pour ou contre les vaccins qu'on produit en ce moment pour solutionner ce problème?
Oui, déjà, moi en tant que scientifique, il y a un doute. Il y a un doute. Que j'ai dit, un doute. La mutation. Jusqu'à ce que mes recherches enlèvent ce doute de la tête. Qu'est-ce qu'on fait comment expliquer qu'un vaccin va lutter contre les différentes mutations qui viennent? Alors, quand il y a doute, on s'oriente vers quoi pour être véritablement protégé et sûr de l'avenir? Mais c'est de faire ce que nous avons fait, Guy. Mais moi, je vous ai dit qu'il y a eu tellement de recettes. Il est question maintenant de canaliser cela. Pourquoi vous ne voulez pas me comprendre? Mais pour le canaliser, on ne va pas laisser chaque individu avec sa recette gardée dans sa cuisine. Mais le Cameroun, c'est que vous devez savoir que un pays est comme un individu. Pour que le Cameroun puisse avoir les devises, il faut qu'on vende aussi les produits. Regardez ce que la médecine traditionnelle apporte à la Chine ou à l'Inde. C'est énormément de sous. Mais il est question aussi, pourquoi aller seulement vers le pétrole et le café? Ça, c'est toujours l'un des trucs. Moi, en tant que président de l'association camerounaise pour le bien-être, en tant qu'un acteur du développement de la médecine traditionnelle, c'est ce que je déplore. J'espère que vos c'est une approche qui doit apporter beaucoup de devises au pays. Mais les gens restent aveugles. Mais le bassin de Congo est le bassin le plus riche du monde à l'heure actuelle. Est-ce que c'est compliqué de développer cette C'est pas compliqué, c'est tout juste une volonté politique. C'est tout. Qui vous entende, hein? Il faut qu'il vous entende. Ce n'est pas seulement, même qui doit m'entendre. Parce que moi, quand je parle, je ne m'adresse pas seulement aux politiques. Est-ce que pour développer, est-ce que Monseigneur Cléda, pour développer son produit, a eu l'avis du politique pour le faire? Le gars a seulement eu il a osé. Pas qu'il a osé. Il a eu l'amour des gens qui mouraient. Il a été inspiré. Tout à l'heure, là, je vous ai parlé, vous avez parlé trop de scientifiques. Je vous ai dit qu'il y a deux catégories de scientifiques. Il y a les scientifiques purement dans le domaine. Vous avez des chercheurs indépendants, des chercheurs qui ne sont pas moulés, qui ne savent pas rédiger les thèses pour qu'on les appelle des docteurs, mais qui ont le flair, qui ont l'intuition, qui ont tous les éléments. Vous n'avez qu'à voir les grands inventeurs, que ce soit Pasteur, que ce soit... C'est des gars qui ont eu le flair. C'est voilà les chercheurs. C'est-à-dire que le flair vous oriente. Et généralement, ce flair vient du quoi? Vient d'une certaine passion. Je veux dire que Monseigneur Cléda, qui a toujours eu le souci des malades, peut-être que pendant... Mais à la base, il faut savoir que c'est un tradithérapeute, hein, à la base. Tradithérapeute veut dire qu'on a le souci du malade. C'est de ça qu'il est question. Un médecin, c'est celui qui a le souci du malade. Mais je ne parle pas des médecins... Parce qu'il y a des médecins, comme vous le dites, commerçants, c'est-à-dire qu'il est là... Leur rôle, ils sont partis à l'école pour se faire une carrière, avoir de l'argent et se faire appeler. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je parle de celui qui a l'amour. Quand vous avez l'amour du patient, l'inspiration s'ensuit. Merci. C'est à ce niveau-là qu'il y a des inventions, qu'il y a des éléments qui arrivent pour vous permettre... Prenons la transition pour l'élément espace-innovation. C'est la technique... santé pour tous pour la santé. À présent, nous prenons notre élément, on va dire, innovant. Monsieur Talé, vous avez décidé de présenter quoi? Le Peña Diapalo. Peña Diapalo. Oui. C'est le nom de ce jus ou vin, vous appelez comment? Non. C'est un jus? Vous savez que je suis la dernière fois, on a suffisamment parlé des boissons diététiques. C'est-à-dire que je me suis positionné. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez parlé, peut-être on a parlé du Monseigneur, des gens inspirés. C'est-à-dire que quand vous avez l'amour on vous inspire, Dieu, ne disons pas, Dieu inspire aussi les scientifiques. Bien sûr, Dieu vous inspire par rapport à résoudre un problème. Les boissons diététiques, pour moi, c'est pendant la période de coronavirus que la notion est née. Boissons diététiques. C'est-à-dire qu'on est parti d'un fait, je suis parti d'un fait. C'est-à-dire que tous les éléments actifs qui luttent contre le corona,
c'est-à-dire sur le plan alimentaire, on vous a parlé du piment fort, le gingembre, le curcuma, un certain nombre de citrons. Vous avez vu que pendant cette période, pendant la période du coronavirus, je vous informe, le ginger, le sac de ginger, bon, en termes de sac, on vendait à 20 000 francs et monté ça a connu une inflammation. Le citron était là sur le marché parce que les gens se posent la question, qu'est-ce qui a sauvé les Camerounais? Effectivement, c'est le truc. Et je vous dis que j'ai une étude qui date de 20, mais qui n'a pas été faite par les Camerounais, qui a été faite par les Occidentaux. Et que le citron, le piment fort, tous les éléments qui nous entourent sont des éléments qui nous te Mais nous, on en prenait déjà depuis, hein, on n'a pas attendu le corona. Il y avait beaucoup d'ignorants qui n'en prenaient pas. Mais le fait qu'on ait un peu communiqué là-dessus a fait que tout le monde se rue vers là. Et c'est ça qui a fait l'efficacité de la maîtrise du corona dans notre environnement. Si les gens veulent bien le savoir. Je crois qu'on va développer un thème aussi là, sur les bienfaits de la maladie. Parce que la maladie a vraiment des bienfaits. Tout ce que Dieu fait est bon, parce que lui était cette maladie, peut-être qu'on devait être en train de... Alors, si on parle donc du Djapalo. Donc le Djapalo, le Peña Djapalo, fait partie des boissons diététiques. Je vous ai parlé la dernière fois, il y a un certain nombre. Ananas, gingembre, curcuma, citron, ananas, gingembre, ginseng, citron, et un certain nombre de produits qui avaient une valeur thérapeutique assez élevée. Parmi ces gammes de produits, il y a le Peña Djapalo. Lui, donc, qui est une composition qui est toujours un ensemble de produits. La base, c'est le jus de palme. Je n'ai pas dit le vin de palme. Le jus de palme. Vous devez savoir que le vin, avant de tout, commence par le jus. Donc quand on cueille le vin, c'est d'abord le jus. Et c'est ce jus qui se fermente au cours du temps parce qu'à l'intérieur de ce jus, il y a les éléments qui prédisposent ce jus à la fermentation. Tous les éléments actifs sont là pour pouvoir favoriser la fermentation. Notre objectif, connaissant, et je vous rappelle ici que le jus de palme est très très riche en vitamines et sels minéraux. Je ne vais pas les citer ici. Je vais vous seulement prendre un exemple. Vous devez savoir que dans la société traditionnelle, quand une femme laissait un enfant qui allait, qui prenait le lait, c'est avec le jus de palme qu'on continuait à allaiter l'enfant. Ça veut donc dire que ce jus de palme est supposé avoir les mêmes nutriments qui se retrouvent dans le lait. Vous voyez qu'on est là, on donne un lait aux adultes. Vous voyez, je prélève. Ça veut dire que quoi? Mon processus, c'est que très rapidement, quand le jus de palme est cueilli, on le stabilise très rapidement. Nous avons un certain nombre d'ingrédients qu'on met à l'intérieur pour arrêter. Vous savez que sur le plan scientifique, il y a des inhibiteurs de la réaction de fermentation. Nous utilisons ce savoir-faire pour pouvoir le faire. Mais en plus, nous pasteurisons à la vapeur. La pasteurisation à la vapeur, là, le rôle de la pasteurisation consiste à détruire les microbes nocifs. Non seulement il y a l'arrêt de la fermentation, mais il y a les microbes nocifs. Parce que beaucoup de gens refusent de boire. Si vous voyez généralement au village, le pus-jus, on va vous dire qu'on met les écorces parce que ça puge. Vous savez pourquoi ça puge? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de germes qui viennent vous faire la diarrhée, qui vous faire les trucs. Mais maintenant, là, nous prenons, nous stabilisons, nous détruisons ces germes. On met à votre disposition un jus de palme sain. Mais ce jus de palme, en plus, est enrichi. Parce que vous allez voir, regardez un peu ça. Jus de palme, citron, cola. Voilà. Cola. Donc nous ajoutons à l'intérieur de ce truc. Certes, un secret que je ne peux pas dévoiler ici. Vous savez qu'on est de Coca-Cola a délivré son secret. J'ai des éléments actifs encore que je mets dedans. Et c'est ça qui fait la force du Djapalo. Testez, essayez ce Djapalo. On va le tester tout à l'heure. Ça, c'est vraiment de l'innovation. C'est quelque chose. D'ailleurs que j'ai même promis, c'est-à-dire j'étais à une chaîne de télévision où j'ai mis à défi, il faut que les lions, ou tous les étrangers qui sont chez nous là, vous savez le Djapalo de l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils testent ce Djapalo. Mais seulement que ça ne va pas saouler. Non, c'est un jus de palme. Voilà. Les gens boivent. Vous n'avez qu'à aller tester le degré d'alcool qui est là-dedans. Je vous dis, vous savez même ce que je suis en train de faire, Guy. Vous savez comment on recueille la gelée royale, non? C'est pour éviter que les microbes de tout ne meurent. C'est la chaîne de froid. Donc je suis en train de créer une chaîne de froid pour pouvoir mettre à la disposition des cueilleurs de vin de palme. Pour que ce vin de palme arrive à l'usine très 500 être fermentation. D'ailleurs que nous avons fait des tests, quand le degré alcoolique est toutes les bouteilles se cassent. Ah bon? Oui. Donc l'arrêt donc c'est purement naturel. Purement naturel. Purement naturel.
Mais il y a aussi une approche que vous pouvez, ce qui va vous pousser à boire ces jus de palme. Moi, je vous donne des informations que nous avons payées au fin fond de vue. Le jus de palme est très bien pour la prostate. La prostate de l'homme. Ça veut dire qu'il contient beaucoup de zinc. Beaucoup de zinc. Déjà que nous avons même enrichi encore la bitacola. C'est la cola bitacola. Bien sûr. Là, tout ça, là, tout. Ça veut dire qu'il est bien pour notre système digestif. Et même l'appareil reproducteur. Même le renforcement. Ça dit, vous savez que l'appareil reproducteur, non seulement doit pouvoir canaliser les éléments sécrétés, mais doit aussi être bien tendu pour pouvoir les canaliser, sinon la force n'est pas suffisante. Nécessaire. Et tout notre travail consiste donc à travailler sur pour rendre l'homme de plus en plus. Alors, où retrouver donc ce Peña Peña? Il y a le numéro de Chapalo. téléphone. Sinon, il y a un certain nombre de restaurants qui en prennent. C'est un produit nouveau. Nous sommes encore en train de communiquer là-dessus. La demande est grandissante? Elle est grandissante. Au fur et à mesure que les gens boivent, ils adhèrent. C'est ce qui est très important pour ces jeux. Donc, mais nous avons plus de communication à faire. Quand un produit est nouveau, surtout quand un produit est intéressant, on dit le maçon au pied du but. On ne va pas trop bavarder, il faudra que les gens testent et puis viennent témoigner. Voilà. Je crois que pendant ce chant, les gens vont véritablement nous témoigner non seulement de la saveur, mais également de la qualité de ce jus, de ce jus de Peña Peña Chapalo. Certainement, tout à l'heure, vous allez donner le numéro pour le contact. Rapidement, M. Tallé, on va venir conclure notre programme par ce point d'ancrage sur l'avis sur les vaccins. Vous l'avez dit, vous préférez, n'est-ce pas, un renforcement du système immunitaire, parce qu'avec les vaccins proposés par la science, sinon par les scientifiques d'aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes. Avec un virus très mutant, c'est plus sûr par le renforcement naturel de notre système immunitaire. En ce qui concerne le Cameroun et l'Afrique particulièrement, il y a un danger. Lié à ça. Parce que danger lié au vaccin. Oui, les pays chauds. Un problème. Pas seulement le vaccin du corona, mais tous les vaccins. La chaîne de froid. La chaîne de froid. Vous savez que, et généralement, ce n'est pas bien suivi. Vous parlez à qui? Moi, je suis membre de l'Institut international de froid. J'ai travaillé sur les chaînes de froid des vaccins. Et je sais de quoi je parle. Ce n'est même pas seulement les trucs que vous n'avez qu'à voir, que ce soit le poisson, que ce soit dans le truc. La chaîne de froid, il y a trop de ruptures de chaîne de froid dans les pays chauds. Le vaccin doit être maintenu dans un... C'est des microbes qui sont trop fragiles. C'est-à-dire qu'il suffit que la température monte pour que ces microbes meurent. Et là, maintenant, vous l'avez injecté l'eau sur les gens. C'est ça qu'il est question. Non, c'est pas. Il y a aussi des microbes qui vont plutôt se multiplier. Si la chaîne de froid n'est pas maintenue, oui, au lieu de mourir, et ça devient maintenant du poison. Du poison pour les gens. L'essentiel, c'est le grand danger, c'est d'injecter dans le corps quelque chose qui n'est plus utile et dangereux. C'est de ça qu'il est question. Donc j'attire l'attention en tant que spécialiste de froid, en tant que nos décideurs qui vont courir aller acheter les vaccins. Je crois qu'il y a un travail. Je crois que votre avis il y a un travail fondamental à faire. Les vaccins que vous allez prendre, là, je vous en prie. Moi, je parle maintenant en tant que président de l'association camerounaise pour le bien-être, parce que je recherche le bien-être de tous les Camerounais. Vous devez d'abord travailler sur ces chaînes de froid. S'il n'y a pas de chaîne de froid, ça ne vaut pas la peine que vous faites venir les vaccins ici. Mais depuis on va vous répondre que depuis, on fait des campagnes de vaccination. Oui, mais Guy, la même chaîne de froid, on va l'utiliser, non? Oui, mais vous êtes sûr que la même chaîne, les campagnes ont été efficaces. Je vous ai parlé déjà d'une humidité par rapport à des trucs qui dans l'environnement, qui peut croire que dans le... C'est une guerre de Congo, c'est une guerre d'argent. Quand on injecte l'eau par les autres, est-ce qu'il y a les dons? Même ce qu'on dit que c'est le don là, c'est toujours de la... Il y a quelqu'un qui paye. Il y a quelqu'un qui paye. L'État paye, c'est les flux, ce sont nos impôts. Alors, M. Tallé, vous allez voir compte que votre avis va conforter beaucoup les Occidentaux qui doutent de ce vaccin et qui refusent carrément. C'est-à-dire qu'ils attendent de voir... Mais Guy, vous savez que l'Afrique est toujours la cible. Si vous avez vu que j'ai parlé de mythe de santé, quand le corona a commencé, la première réaction
c'était que l'Africain, comme ça a tué un peu en Europe, ça va décimer les Africains. Et avant même que on ne commence, on avait déjà trouvé les faux vaccins qu'on devait tester sur les Africains. Voilà. C'est la réaction des Africains qui a pris le recul. Et comme Dieu est très fort, il a fait maintenant que le taux de mortalité soit multiplié par 100 chez eux. De l'autre côté. Et là maintenant, ils nous ont laissés tranquilles pour se focaliser chez eux. Voilà le problème de fond. Mais j'attire l'attention de nos décideurs, de nos chercheurs. 1. Faites attention. Travaillez sur les chaînes de foie si vous voulez les vaccins. 2. Travaillez sur le système immunitaire. Mettez plus d'argent dans les renforcements du corps. Mettre plus d'argent, c'est quoi? C'est de permettre le bien-être de chaque Camerounais, de permettre que chacun mange bien, de permettre que les gens n'aient pas trop de stress lié aux vicissitudes de la vie. Plus il y a les vicissitudes, plus on se fragilise, plus on est atteint. On a eu la chance que le degré de la crise économique n'était pas très fort chez nous, comme ailleurs, pour qu'on puisse mourir comme les poulets de chair. Donc nous devons saisir l'opportunité maintenant pour jouer sur cet angle. Voilà. Quels sont les éléments sur lesquels il faut agir? J'interpelle maintenant les scientifiques. Alors, l'Afrique a produit un certain nombre de choses non scientifiquement non reconnues, mais qui n'empêchent pas la science d'entrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qui est caché derrière ces produits. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce que les gens vont faire? Les autres vont voler. Parce que qui dit technologie dit piraterie. Vous croyez que tous ceux qui sortent les vaccins là, vous n'êtes pas sûr qu'ils sont venus en Afrique là, prendre le corps pour voir comment fonctionne. Parce que tous les produits là, c'est l'imitation de ce que fait le corps. Merci, M. Donc il revient maintenant aux Africains, aux Camerounais, où est notre propre vaccin? Comment développer notre propre vaccin? Qu'est-ce que nous avons à partager avec les autres? Qu'est-ce que nous avons à donner à l'humanité? Parce que Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Partageons cela. Merci, M. Talé. Je crois que c'est sur ce qu'on va mettre un thème à l'édition de ce jour. Avant de mettre définitivement la clé sur le poisson, Fatima, tu vas nous donner déjà les contacts pour M. Talé et les heures de rediffusion de ce programme qui passe déjà en direct tous les samedis dès 16h. Voilà, Fatima, En fait, en ce qui concerne les heures de diffusion, nous diffusons d'abord le samedi 16h, 17h, donc en direct. Ça, c'est 1 heure de temps. Et la rediffusion, c'est également le samedi 20h, 21h. En ce qui concerne le jour de Palme, le contact, c'est 652 62 52 11. Et le lieu de localisation, c'est en face de l'hôtel de Prince dans l'entreprise Thales. Voilà. Je crois que vous avez donc les éléments. Pour ceux qui connaissent déjà ces différentes boissons diététiques, vous les retrouvez dans les restaurants et certains supermarchés de la ville, en espérant qu'on va multiplier les points, n'est-ce pas, les points de vente, hors de Yaoundé également.